merci, ravi d'être là avec vous ce soir pour cette première journée du CDP. Alors, je vais vous présenter une conférence sur enseigner et apprendre, mais au regard des neurosciences. Donc, au regard des neurosciences, je vais pouvoir à la fois expliquer ce que sont les neurosciences et à la fois expliquer ce que l'on peut faire des neurosciences. Ah, pardon, il faut que j'enlève mon masque. Ça va être mieux. Et à la fois expliquer comment les neurosciences peuvent justement avoir un regard, un éclairage sur ce que peut vouloir dire apprendre à apprendre. Alors je vais commencer par expliquer ce qu'on appelle les neurosciences, parce que c'est un terme assez galvaudé, on met beaucoup de choses derrière ce terme-là. Donc on parle de neurosciences quand on parle du système nerveux central. Ça veut dire que, évidemment, quand on travaille avec des personnes atteintes de maladies neurodégénératives, la maladie d'Alzheimer par exemple, ce n'est pas l'âge des élèves, nous sommes neuroscientifiques, c'est-à-dire les neuroscientifiques travaillent sur le système nerveux central. Quand on travaille sur les neurones de la lecture, c'est-à-dire quand un petit bout de chou qui entre à l'école au CP essaie d'apprendre à lire, qu'il n'y arrive pas, alors qu'il n'a pas de problème d'ordre neurologique particulier, peut-être, mais pas forcément, eh bien, les neurosciences vont s'intéresser au développement neurologique lié aux neurones de la lecture. Donc c'est un champ extrêmement vaste. Sans doute qu'il y a autant de spécialités en neurosciences qu'il peut y avoir en médecine. Et donc nous, on va travailler seulement sur un domaine, qui est le domaine propre à l'éducation, qu'on appelle les neurosciences cognitives. Donc qu'appelle-t-on les neurosciences cognitives ? Bien, par exemple, ici, si je tiens un discours face à vous ce soir, eh bien, il faut quoi ? Il faut que je puisse utiliser le langage, il faut que je puisse adapter mon langage. Je ne parle pas à des scientifiques, donc je ne vais pas évidemment utiliser le même langage. Ça veut dire qu'il va falloir que en fonction, par exemple, des questions que vous allez poser, je vais adapter les informations dont je dispose pour pouvoir les partager avec vous. Donc, je vais travailler ma mémoire d'une certaine manière. Si je me rends compte que d'ici 5 minutes, tout le monde baille, ben ça veut dire que finalement, je ne suis pas très intéressante. Donc, je vais être très, très attentive à la manière dont vous allez recevoir mes paroles. Bref, ce sont des outils cognitifs, des outils dont dispose notre cerveau, qui nous permettent à la fois de comprendre le monde et à la fois de nous y adapter. Alors, ces outils sont très, très nombreux. Je fais une liste là, mais je ne veux pas tous vous les expliquer. Ce qu'il est important de comprendre à travers cette liste des fonctions cognitives, c'est que ce ne sont pas des fonctions que l'on va acquérir après notre naissance, ce sont des fonctions qui sont déjà dans notre cerveau lorsque nous venons au monde. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'existe pas d'enfants qui naîtront sans mémoire. Il n'existe pas d'enfants qui naîtront sans langage, sauf s'ils sont sourds, sauf s'ils ont des troubles phonatoires. Il n'existe pas d'enfants qui viendront sans système attentionnel. Alors je rajouterai, sauf problème d'ordre neurologique ou génétique. Mais si on parle d'enfants, alors excusez-moi ce terme-là, mais qui est un terme un peu médical, enfant sain, avec un cerveau sain, eh bien, ces enfants naîtront avec toutes ces fonctions-là, qui seront extrêmement élaborées. Pourquoi ? Parce que c'est le résultat de l'évolution darwinienne. Ça veut dire que les humains mémorisent depuis tellement longtemps que de génération en génération, notre cerveau a, réorganisé toutes ces fonctions cognitives grâce à toute une organisation neurologique. Et finalement, de génération en génération, nous sommes devenus de plus en plus compétents dans la manière de gérer notre mémoire, notre système attentionnel, d'utiliser notre langue avec une grammaire universelle. Et donc, nous naissons avec toutes ces fonctions. Alors, c'est très important, j'ai l'air d'insister sur ce point-là, mais c'est très important parce que finalement, ça change beaucoup de choses par rapport à l'apprentissage. Parce qu'on peut imaginer que finalement, apprendre, c'est s'adapter au réel, à notre environnement, mais en fait, on va se rendre compte que c'est peut-être pas forcément ça. Alors, comment sait-on tout ce que l'on sait sur le cerveau aujourd'hui ? Eh bien, pour savoir comment, avant cette imagerie, comment pouvait-on savoir comment fonctionnait le cerveau ? Il fallait attendre que la personne soit décédée, et là, on lui retire son cerveau, on coupe ça en lamelles, on essaie de voir comment ça fonctionne, mais c'était un problème puisque l'organe était mort. Donc finalement, ça nous donnait des observations pas très intéressantes, des hypothèses certes, mais pas forcément des informations intéressantes. Et donc, grâce à l'IRM, qui est de plus en plus performant, le dernier, je crois, dans le monde, qui date d'il y a à peu près 2 mois, fait qu'on peut voir l'organisation du chemin, de la circulation électrique entre 2 neurones, c'est absolument spectaculaire. Et lorsqu'on a mis donc un cerveau dans un IRM, eh bien, nous nous sommes rendus compte que nous nous étions beaucoup trompés. La mémoire n'est pas du tout ce qu'on imaginait.
l'attention n'est pas du tout ce qu'on imaginait. Toutes les fonctions cognitives, quand je vous parlais tout à l'heure, quand je faisais la liste, ne sont pas ce qu'on imaginait. Alors c'était le début d'une très très belle aventure. Heureusement finalement que nous avons appris que finalement ce que nous pensions n'était pas la réalité. Donc ça a été le début d'une très belle histoire, mais avec quelques grincements de dents. Alors évidemment de la part alors je dis évidemment, mais de la part du monde enseignant bien sûr, parce que ça supposait de modifier ces représentations, mais aussi du monde médical, et en particulier aussi du monde de la psychologie. Parce que, par exemple, on s'est rendu compte dans le domaine de la psychologie que certaines pathologies qu'on liait au résultat d'une histoire d'enfance difficile ou une histoire un petit peu compliquée, eh bien, n'étaient pas forcément liées justement à l'histoire et qu'on pouvait avoir des difficultés d'ordre psychique ou psychiatrique qui étaient d'origine totalement neurologique et pas du tout environnementale. Donc ça a changé beaucoup de choses. Et encore, quand je disais tout à l'heure que c'est le début d'une belle aventure qui ne s'arrêtera plus jamais, sans doute, puisque je crois que ce qu'on a essayé de modifier dans notre représentation, dans nos paradigmes, est tout à fait spectaculaire. Et je ne sais pas s'il y a eu des paradigmes aussi importants depuis de longues années. Alors, quels sont ces bouleversements et que sait-on de l'apprentissage aujourd'hui qui modifie sans doute les représentations que nous avions ? Alors, je le disais tout à l'heure, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'enfant qui naît est un enfant universel. Ça veut dire que quel que soit l'endroit où on est sur cette planète, nous avons la même chose exactement dans le cerveau. Alors, les mêmes fonctions cognitives, comme je vous disais tout à l'heure, il n'existe pas d'enfants qui naîtront sans mémoire ou qui naîtront sans système attentionnel, etc. Donc, nous avons des bras, des jambes, nous sommes relativement égaux, finalement, nous avons des ADN assez proches, nous sommes quasiment tous semblables dans notre système d'organisation cognitive. Et je rajouterai la différence, c'est le lieu où nous allons vivre, c'est l'environnement dans lequel nous allons évoluer. Mais nos cerveaux, comme dit Hervé Schnewech, sont presque tous identiques, mais la petite différence, effectivement, c'est dans le presque. Alors je vais insister sur ce qu'on appelle universel. Donc ce qu'il faut comprendre, et ça c'est même pour moi, hein, quand il y a à peu près une quinzaine d'années, j'ai compris ça, c'est pas si simple, de comprendre que nous avons des poumons, que nous avons des vaisseaux sanguins qui fonctionnent globalement, qui fonctionnent de la même façon chez tous les êtres humains, nous avons des organes de vie qui fonctionnent de la même façon chez tous les humains, de la même façon, nous avons dans notre cerveau des fonctions cognitives qui fonctionnent de la même façon pour tous les humains de la planète. Nous avons des cerveaux totalement identiques. Mais comme je vous disais, la différence, c'est effectivement le milieu dans lequel nous allons évoluer et le lieu où nous allons vivre sur cette planète, puisque les habitudes de vie sont extrêmement différentes. Et donc, par exemple, pour essayer d'illustrer ce que je peux vouloir dire, à 2 mois, contrairement à ce que pensait Piaget, à 2 mois, les enfants sont capables de différencier 1 de 2, alors qu'ils n'ont jamais appris à compter. Comment est-il possible qu'un enfant arrive à différencier 1 de 2 à l'âge de 2 mois alors qu'on ne lui a jamais appris à compter? Eh bien, c'est ce qu'on appelle le résultat d'évolution darwinienne. Ça veut dire que ces compétences, de génération en génération, depuis des milliers et des milliers d'années, se sont recyclées et sont devenues des compétences disponibles à la naissance. Donc surtout, n'hésitez pas à poser des questions si je n'étais pas claire. Vous allez me dire, pourquoi ils n'écrivent pas alors quand ils arrivent au monde ou quelques 2 ou 3 mois après? Eh bien sans doute parce qu'on peut imaginer, c'est une hypothèse, hein, que dans 10 ans ou 15 ans ou 20 ans, les enfants n'écriront plus. Je ne sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien, mais on peut en tout cas imaginer ça. Et la lecture n'a que 3000 ans, donc ça ne peut pas faire partie du recyclage neuronal, c'est extrêmement court par rapport à une histoire de vie humaine, contrairement par exemple au fait de pouvoir compter. Donc dès la naissance, le bébé fait la différence entre 1 et 2. Dès la naissance, il va très vite comprendre, par exemple, contrairement justement à ce que disait Piaget, que les humains, ça bouge, les objets, ça ne bouge pas, les chats, ça bouge, mais ça ne sont pas des humains. Donc il a une compréhension du monde, une représentation du monde qui est déjà là. Et ça va permettre pour l'enfant de réaliser, de faire des hypothèses, puisqu'il a déjà plein d'informations dans son cerveau, de faire des hypothèses extrêmement fines. C'est-à-dire, dès la naissance, il peut projeter sur son environnement des hypothèses qui s'avèrent vraies ou fausses, mais en général qui sont plutôt vraies. Donc, bien sûr, il apprend de son environnement. Mais à la naissance, la plus grande partie de ses apprentissages
eh bien, sont déjà intégrés dans son système cognitif. Alors, qu'est-ce que veut dire que les enfants ont un fonctionnement universel? Ça veut dire que nous naissons à peu près tous avec 100 milliards de neurones, mais que ces 100 milliards de neurones nous permettent potentiellement d'apprendre ou de comprendre ou de développer toutes les compétences du monde. Je prends toujours l'exemple de la langue parce que c'est assez spectaculaire. Tous les enfants peuvent apprendre toutes les langues du monde. Si les enfants ont la chance d'avoir des parents de langues différentes, il apprendra très bien les deux langues, mais si on lui en apprend 3 ou 4 ou 5, ils les apprendront très très bien. Ça veut dire que les réseaux de neurones vont s'adapter à l'environnement. Ça veut dire que plus l'environnement est large, plus le réseau de neurones va être riche. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Et au contraire, si l'enfant n'apprend qu'une seule langue, eh bien, il va parler qu'une seule langue. Ce que je veux dire par là, c'est que notre système cognitif, notre système de réseaux neuronaux, va se contraindre à son environnement. Donc, si on ne lui apprend qu'une langue, les neurones qui ne sont pas utiles pour l'apprentissage d'autres langues vont s'éliminer. Soit il y a de l'élagage neuronal, soit ils vont s'éliminer. Ça ne veut pas dire que l'enfant ne peut pas apprendre de langue plus tard, bien au contraire. Mais ça veut dire qu'il y a quand même peu de chances, par exemple, qu'il la parle sans accent. Mais il y a des enfants qui vont vivre dans d'autres pays et qui vont être immergés totalement dans un autre pays et évidemment vont pouvoir parler une seconde langue, voire une troisième sans accent. Et ça, c'est quand les enfants ont la chance de pouvoir vivre dans d'autres pays. Mais globalement, quand on apprend une langue tard, c'est un petit peu compliqué de savoir, quasiment impossible de la parler sans accent. Mais tout le monde peut apprendre une langue. Donc ça ne veut pas dire que nous perdons en compétences, ça veut dire que notre cerveau va s'adapter à notre environnement. Et il va faire ça tout au long de la vie. Il n'existe pas de cerveau qui ne s'adapte pas tout au long de la vie. Donc j'espère que je vais réussir à faire passer ce que je souhaiterais dire en termes d'adaptation et de représentation de l'apprentissage, puisque ça se fait toujours, et c'est vrai qu'en tant que neuroscientifique, c'est un petit peu compliqué d'accepter ça, mais dans les centres de formation, on apprend toujours que le développement, c'est un apprentissage en escalier, c'est l'apprentissage piagétien. J'ai pris cet exemple-là, donc si vous connaissez, j'imagine que vous connaissez, vous êtes du monde de l'enseignement, mais qui suppose qu'entre 0 et 3 mois, l'enfant fait telle ou telle chose, entre 3 et 6, il en fait d'autres, entre 6 et 9, etc., il en fait d'autres. L'enfant passant d'abord par un stade concret, puis allant vers le stade abstrait pour les opérations formelles. Et pour Piaget, ce développement était un développement biologique universel. Sauf que Piaget s'est trompé, parce que justement, on s'est rendu compte que l'enfant était capable justement de faire la différence entre 1 et 2 à l'âge de 2 mois, donc il a des capacités d'abstraction extrêmement élaborées, et que le développement concret ne précède pas le développement abstrait, mais que l'enfant est autant abstrait que concret. Ce sont deux types de traitement de l'information qui évoluent de manière totalement parallèle, et ça veut dire que l'enfant est capable de faire énormément de choses avant l'âge où Piaget prévoyait qu'il était possible de le faire. En général, on apprend à lire à 6 ans, puis les 4 opérations à 7 ans, etc., etc. Sauf que les enfants sont capables d'apprendre beaucoup plus tôt plus de choses, ou plus tard d'autres choses. Si l'enfant apprend plus tôt un certain nombre de choses, ça ne veut pas dire que c'est le mot qu'on utilise maintenant qu'il est, alors sans l'aspect neurologique, mais qu'il soit à haut potentiel, ou si l'enfant prend un peu de retard dans son développement par rapport à une courbe de Gauss, qui est la courbe scolaire, ça ne veut pas dire qu'il est en retard non plus. Nous avons à peu près 250 aires cérébrales dans notre cerveau qui ne se développent pas toutes au même moment de la même façon, et il faut à peu près 3 décennies pour développer un cerveau d'enfant. Nous ne sommes pas comme les mammifères, les chats par exemple, je crois qu'il leur faut 9 mois pour que le cerveau soit à peu près terminé, mature. Pour les souriceaux, c'est 1 semaine. Donc en fonction des mammifères, ça dépend. Pour les humains, c'est 3 décennies. Donc c'est extrêmement long et nous ne nous développons pas comme des robots qui, avec les mêmes compétences, à un âge donné, en fait, on ne fonctionne absolument pas comme ça. Mais dans toutes les écoles du monde, finalement, l'école est basée encore aujourd'hui sur le développement piagétien. Dans toutes les écoles, on fonctionne comme ça. Alors, est-ce qu'on peut réinterroger ce système et pourquoi il est important de réinterroger ce système? Parce que, d'abord, je crois que c'est une des raisons de l'exclusion de certains enfants, puisque aujourd'hui, effectivement, on s'attend que les enfants aient à peu près tous les mêmes compétences scolaires,
Mais c'est comme si, par exemple, on exigeait que tous les enfants du monde soient capables de marcher à l'âge de 16 mois. Et, or, on ne s'inquiète pas. Si un enfant marche à 18 mois ou à 2 ans, on ne va pas l'emmener chez le pédiatre. On attend qu'il soit prêt pour le faire. Si un enfant marche à 9 mois, ben, il va marcher à 9 mois. Et puis voilà, c'est juste un peu plus casse-pied parce qu'il va falloir lui courir après parce que voilà, c'est quand même plus sympa d'avoir un bébé qui marche à 2 ans, c'est plus cool, quoi. Mais au-delà de ça, les enfants vraiment se développent à des vitesses extrêmement différentes. Et encore une fois, ce n'est pas forcément lié à des sollicitations extérieures. Pour certains paramètres, oui, mais pas toujours. Et sinon, en aucun cas, il s'agit d'une raison biologique qui supposerait que l'enfant est en retard ou en avance. Alors, qu'est-ce que l'on peut remettre en question? Donc, le développement ne se fait pas en escalier, ne se développe pas en escalier, et que le raisonnement logique commence dès la naissance. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre dans le sens où j'ai intérêt à être très très clair pour pouvoir expliquer ce type de choses. Quand j'expliquais que l'enfant arrive au monde avec toutes les compétences cognitives, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a un cerveau qui est extrêmement puissant, puisqu'il comprend déjà énormément d'informations. Ces informations-là, il n'est pas conscient de les avoir, mais ces informations-là lui permettent déjà de traiter des informations sur le monde alors qu'il vient à peine de naître. J'ai presque envie de dire que cet enfant-là, traite les informations sur le monde exactement comme nous conduisons notre voiture. C'est-à-dire que peut-être après la journée, vous serez peut-être un petit peu fatigué, vous allez prendre la voiture, vous allez rentrer chez vous, vous discutez avec quelqu'un qui est avec vous dans la voiture, vous parlez de la journée, vous parlez éventuellement de vos futures vacances, vous parlez de plein de choses, éventuellement vous écoutez de la musique, éventuellement même vous répondez à votre téléphone si vous avez un bon Bluetooth. Il n'empêche qu'une demi-heure après, vous êtes à la maison. Qui a conduit la voiture? Sûrement pas vous. Mais vous ne vous êtes pas dit, tiens, là, il faut bifurquer vers la gauche, puisque c'est cet endroit-là que j'habite, etc. Votre cerveau fait ça tout seul. Et que nous avons une capacité de traitement cognitif où le cerveau fonctionne tout seul, sans nous, à peu près, alors je vais vous donner le vertige, mais à peu près à hauteur de 99%. Et la partie qui nous reste, qui nous appartient et qui fait ce que nous sommes en tant que personne humaine, qui fait qu'on va pouvoir continuer à apprendre, eh bien c'est 1%. Alors, ça veut dire quoi sur le plan de l'apprentissage? Ça veut dire qu'en fait, on ne peut pas savoir ce que nous avons dans nos 99% qu'on appelle un cerveau procédural, parce que justement, et c'est là que les neurosciences amènent quelque chose, je pense, d'extrêmement important pour les apprentissages, c'est qu'à chaque fois qu'on apprend quelque chose à un enfant, forcément, cette information va partir en procédural. Mais il ne faut pas qu'elle parte trop rapidement en procédural. Parce qu'une fois qu'elle est partie dans le procédural, ça veut dire qu'il va être extrêmement compliqué de retrouver l'information pour la modifier. Ça veut dire que si l'enfant intègre des informations qui sont fausses et qu'il traite l'information avec des erreurs, eh bien cette information-là, pour peu qu'elle soit répétée, c'est-à-dire que plus on fait faire des exercices à un enfant qui déjà a du mal à les faire, plus on prend le risque de consolider l'erreur. Et cette erreur consolidée ira dans ce cerveau procédural. Puis on se rend compte après qu'on explique aux enfants que non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. L'enfant comprend tout à fait, sauf que quand vous n'êtes plus là, il refait exactement ce qu'il faisait avant. Encore une fois, ce n'est pas du tout un trouble cognitif, c'est le raisonnement normal d'un cerveau qui traite de l'information. Je vais y revenir évidemment. Je vais insister en particulier sur ce raisonnement logique. L'enfant a l'intuition, je le disais, de la permanence dès sa naissance, je le disais. Le cerveau est plastique tout au long de la vie. On a cru aussi, et je crois que c'est un petit peu, j'ai envie de dire à cause de Piaget, mais pour ceux qui connaissent bien Piaget, je crois que si Piaget était vivant, forcément il contradierait sa propre théorie. Piaget était biologiste, et je ne peux pas imaginer une seconde que Piaget n'aurait pas dit ces jours-ci, ben non, ce que j'ai dit ne peut pas convenir. Forcément, Piaget se serait contredit sur sa propre théorie. Donc peut-être à cause de ce qu'il a dit, on a pensé effectivement que tout s'arrêtait à 20 ans, et puis qu'à 20 ans, on avait terminé son développement, puis c'était la chute rapide ou pas rapide de nos neurones, et que nous allions perdre des neurones plus ou moins rapidement. Or, ce n'est pas le cas. Nous sommes plastiques, notre cerveau est plastique tout au long de la vie, ça veut dire qu'il peut apprendre tout au long de la vie, mais c'est mieux que ça. Ça veut dire qu'il va générer des nouveaux neurones jusqu'à la fin de sa vie.
Ça veut dire que c'est encore mieux que d'apprendre tout au long de la vie. C'est pouvoir imaginer, c'est pouvoir créer, c'est pouvoir traiter des informations qu'on n'a jamais traitées. Tout le monde peut apprendre une langue, même à 90 ans, aucun problème. Et d'ailleurs, quand les personnes commencent à montrer des comportements de dégénérescence neuronale, plutôt que de faire du sudoku ou pouvoir faire des mots croisés, parce que c'est une habitude cognitive qu'ils connaissent bien, autant apprendre le chinois, parce que c'est tellement différent en termes de fonctionnement cognitif que ça éveille bien plus les fonctions cognitives qu'une forme de routine qu'ils ont l'habitude de traiter de manière quotidienne. Donc nous apprendrons tout au long de la vie, qui que nous soyons. Même lorsqu'on a des troubles cognitifs, nous continuons à apprendre tout au long de la vie. C'est un mécanisme qui ne peut pas s'arrêter parce que c'est un mécanisme qui est comme celui de la respiration. Nous ne pouvons pas empêcher notre cerveau d'être plastique, mais il est dépendant de plusieurs facteurs. Et là encore, il y a une grande injustice dans cette humanité. Ça dépend de plusieurs facteurs. Il est dépendant de la manière de nous alimenter. Il est dépendant, étonnamment, de la manière dont nous allons communiquer avec les autres et être bien nourri de la relation sociale. Et c'est très important dans les apprentissages à l'école. Et la troisième chose, c'est la manière dont nous allons gérer notre stress. Stress on le saura, on le dira avant une dizaine d'années, qui est vraiment un problème de santé publique qui est au hit parade. Donc, et puis évidemment, la manière de gérer notre rythme biologique, c'est-à-dire la qualité du sommeil, la qualité de vie. Donc, plus nous pouvons nous préserver à travers ces 4 critères, plus nous apprenons longtemps, et ça aussi c'est assez injuste, et c'est pour ça que l'école a une sacrée responsabilité dans cette histoire, c'est-à-dire que plus l'enfant va à l'école longtemps, ou plus l'enfant apprend longtemps, on n'apprend pas qu'à l'école, heureusement on peut apprendre et être autodidacte et apprendre en dehors de l'école. En tout cas, plus on s'instruit et plus on s'intéresse à la vie longtemps, le plus longtemps possible, plus nous allons nous créer ce qu'on appelle une espèce de réserve cognitive qui fait partie de la plasticité cérébrale et qui se mettra en place au moment où justement nous allons avoir de la dégénérescence neuronale. On va gagner à peu près 10 ou 15 ans. Mais c'est injuste quand justement les enfants quittent tôt et qu'ils ne bénéficient pas des mêmes conditions de scolarité que d'autres enfants. Voilà, donc toutes les écoles sont organisées sur ce système et nous avons une représentation de l'intelligence qui est assez plaquée sur ce système-là, avec l'idée, on en parlait justement dans un des ateliers tout à l'heure, où finalement celui qui a des difficultés, il n'est pas intelligent, et celui qui n'a pas de difficultés, il est intelligent, sauf que c'est un classement qui est basé sur une organisation scolaire, mais qui n'a absolument rien à voir avec le développement biologique des êtres humains. Alors, qu'est-ce qu'est capable de faire le bébé tout petit ? Pourquoi j'insiste sur qu'est-ce qu'il est capable de faire ? Parce qu'on va beaucoup prendre de temps à l'école à lui apprendre quelque chose qu'il sait déjà faire. Je ne sais pas si je me fais comprendre quand je vais dire ça, mais je vais essayer d'expliquer. Donc le cerveau est capable de reconnaître les visages quelques heures après sa naissance. On dit, oui, c'est évident, il reconnaît son père et sa mère. Non, ce n'est pas si évident que ça. Où a-t-il eu cette capacité? Où a-t-il appris? Comment a-t-il appris à différencier les visages? Il connaît le visage de papa-maman, mais il va se rendre compte que le visage de l'infirmier ou l'infirmière, ce n'est pas du tout la même chose. Donc il a cette capacité de discrimination visuelle qui est déjà disponible à la naissance. Il est capable de se représenter l'espace extrêmement tôt, contrairement à ce que disait Piaget. Comment on le sait? Si vous mettez un bébé à 4 pattes à marcher sur un sol avec un effet d'optique qui fait, et ce n'est pas la réalité, mais un effet d'optique qui fait le bébé a l'impression d'une marche, eh bien il va crapahuter, mais avant d'arriver à la marche, il va s'arrêter. Parce que son cerveau sait déjà que ce n'est pas la réalité parce que c'est un effet d'optique, mais que s'il continue, il tombe. Donc il est capable de s'arrêter. Donc il a déjà une organisation de l'espace dans son cerveau, mais on ne lui a jamais appris. Il est capable d'évaluer une forme de proportionnalité. Si vous lui montrez une boîte avec plein d'objets et que vous cachez la boîte et que vous enlevez un certain nombre d'objets, des balles, un nombre de balles égal, si vous lui remontrez la boîte, il est surpris parce qu'il se rend compte qu'il y a quelque chose qui a changé. Donc il a déjà intégré la notion de proportionnalité. Il a déjà des comportements empathiques. Il est déjà capable d'être près des autres, d'apporter de l'aide, de ramasser quelque chose par terre quand quelqu'un l'a fait tomber. Enfin, il a des comportements empathiques. Il est surpris quand par exemple, les situations ne correspondent pas aux lois de la physique.
Alors l'exemple qui est assez célèbre, c'est quand on montre un bout de bois d'à peu près de 1 mètre à un enfant et qu'on le met derrière un cache. Donc le cache est plus petit, donc il reste un bout de bois de chaque côté. Et donc quand on retire le cache, c'est que le bout de bois est entier, il n'est pas surpris. Mais quand on retire le cache, c'est que, évidemment on ne lui a pas montré, mais qu'on a coupé le bout de bois en deux, il voit 2 bouts de bois, il ne comprend pas, il est surpris. Alors qu'il n'avait pas vu le bout de bois avant, mais il ne comprend pas que ce bout de bois soit scindé en deux. Donc représentation de la physique. À la fin de sa première année, il va maîtriser sa langue ou ses langues. Il peut ne pas les parler, évidemment, d'ailleurs il ne va pas les parler, mais il est tout à fait capable de les maîtriser. Un bébé en langue des signes montre qu'il est capable de signer sa langue à l'âge de 7 mois. Le cerveau a aussi une capacité de compilation statistique. Alors c'est là que je voudrais essayer d'expliquer les choses, surtout dites-moi si je ne suis pas claire. Si l'enfant, je le disais, a des capacités de traitement de l'information depuis qu'il est bébé, ça veut dire qu'il a déjà des informations dans son cerveau. Mais on a pensé, jusqu'à pas très longtemps, que son cerveau était tabula rasa, il n'y avait rien. Et que l'apprentissage allait faire que, justement, il allait traiter des informations qu'on allait lui donner. Or, l'enfant sait déjà, il sait déjà un certain nombre de choses. Il y avait 2 manières de considérer les choses, c'est pour ça que ça a été, je crois, un des points compliqués avec les neurosciences, c'est la didactique et la neurodidactique. Pour la didactique, alors s'il y a des didacticiens, je fais un peu court, hein, je m'en excuse, mais que j'ai qu'1 heure, donc je vais faire un petit peu court. C'est que finalement, l'enfant va s'adapter à la connaissance, il va devoir réorganiser ses représentations pour pouvoir atteindre cette connaissance. Or, quand on part du domaine des neurosciences, l'enfant a déjà la connaissance. Et donc, ce n'est pas tout à fait la même chose que d'organiser son cerveau par rapport à une connaissance qui est extérieure à lui, ou de partir d'une connaissance qui est intérieure à son cerveau et qu'il va devoir transformer. Est-ce que je suis à peu près claire quand je dis ça? Ça veut dire que l'enfant qui a déjà plein d'informations dans son cerveau, tout bébé, va projeter une information sur son environnement. Son environnement va lui retourner une information en disant « c'est pas ça » ou « c'est ça ». Ça veut dire que ça va lui être infirmé ou confirmé. Mais l'enfant fait ça à peu près, j'ai envie de dire, 20 000 fois par jour, 30 000 fois par jour. Il va projeter des informations de lui qui vont interagir avec l'environnement, et l'environnement va lui donner des informations. Et le cerveau de bébé est déjà capable de compiler toutes les informations de manière non consciente, mais il compile toutes les informations pour pouvoir traiter de l'information qui sera de plus en plus correcte, j'ai envie de dire, parce que son cerveau va éliminer ce qui a été infirmé et il va garder ce qui a été confirmé. Donc apprendre, c'est élaguer, évidemment, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'apprendre, c'est éliminer des informations, et c'est beaucoup éliminer des informations, à partir de ce que l'enfant sait et par rapport à ce que l'environnement lui propose. Et donc il n'a jamais appris à faire tout ça. Donc ça veut dire quoi? Finalement, l'apprentissage, ce n'est pas ça, ce n'est pas remplir un cerveau d'enfant. L'apprentissage, c'est une organisation algorithmique. Aujourd'hui, l'hypothèse est que le cerveau fonctionne comme un algorithme. Alors il fonctionne, le cerveau n'est pas un ordinateur, il est bien plus puissant qu'un ordinateur. Il n'existe pas aujourd'hui d'ordinateur qui soit plus puissant qu'un cerveau de bébé. Cette compilation possible neurologique d'informations rend son cerveau d'une puissance absolument spectaculaire, et évidemment l'enfant a des émotions que l'ordinateur n'a pas encore. On ne sait pas ce que ça peut vouloir dire et devenir dans l'avenir, mais en tout cas ça ne sera pas réel parce que ce n'est pas un humain, mais il va pouvoir simuler des émotions, je pense, relativement facilement. Donc quand on traite une information, c'est une information, par exemple ce soir, si vous avez entendu une information qui bouscule ce que vous saviez, en disant tiens mais là je ne comprends pas, ou là tiens c'est bizarre ce qu'elle dit, ou tiens elle dit ça, alors si elle dit ça, alors. Ça veut dire que vous êtes déjà dans une pensée hypothétique, comme le bébé, et cette information-là, elle est traitée par tout le cerveau en fait. Il n'y a pas juste une partie du cerveau qui va traiter l'information, comme on l'a cru, mais c'est tout le cerveau qui va traiter l'information. Et si une logique est remise en cause par rapport à une information, ce n'est pas que cette logique-là qui va être remise en cause, mais c'est plein d'autres logiques qui sont en lien avec cette logique dont on parle dans tout le cerveau. Donc en fait, le cerveau est reconfiguré tous les jours, même pas tous les jours, c'est toutes les heures, c'est toutes les minutes, dès lors qu'on traite les informations, le cerveau se reconfigure. C'est pour ça qu'on est très fatigué, plus fatigué en fin de journée qu'en début de matinée, évidemment. C'est un travail extrêmement compliqué, et il se fait forcément avec la notion du plaisir.
C'est pour ça, encore une fois, qu'à l'école, il est extrêmement important que l'enfant puisse avoir du plaisir à faire ce qu'il fait pour ne pas bloquer ce système de traitement de l'information. Et donc, à quoi est-ce que les neurosciences peuvent être utiles à l'école? Eh bien, justement, dans ce fameux apprendre à apprendre, on parle beaucoup de ça à l'éducation nationale, dans tous les pays d'ailleurs, hein, mais apprendre à apprendre, qu'est-ce que peut vouloir dire apprendre à apprendre? Alors, beaucoup de choses, mais moi je vais focaliser sur juste quelques éléments. Alors, je vous disais que le cerveau fonctionne en automatisme. Lorsque nous conduisons la voiture, c'est automatique. Lorsque nous nageons, lorsque nous parlons notre langue, c'est tout à fait automatique. Nous ne désapprendrons pas à nager, jamais. Nous ne désapprendrons pas à parler notre langue, jamais, sauf si nous avons un AVC. Alors évidemment, il va falloir réapprendre. Les personnes qui ont eu cette pathologie se rendent compte combien c'est compliqué et le temps que ça peut prendre de faire des gestes relativement simples. Au-delà de ça, nous ne réapprendrons pas ce que notre cerveau a acquis. Et que lorsque nous parlons, lorsque nous traitons de l'information, ce n'est pas du tout notre réflexion qui fonctionne en premier, ce sont justement les automatismes du cerveau. Et donc, c'est ce qu'on appelle une pensée algorithmique, justement. C'est-à-dire c'est la toute première chose qu'on dit. Nos grands-mères disaient, il faut tourner la langue 7 fois dans sa bouche. Je ne sais pas si vous dites ça aussi en Côte d'Ivoire, mais tourner la langue 7 fois dans sa bouche pour éviter de dire des bêtises. C'est-à-dire que les toutes premières pensées, les paroles, ce qui nous vient à l'esprit en premier, vient justement de ce cerveau algorithmique, donc celui qui travaille tout seul, sans nous. Et donc cette réponse, elle est très importante. Dans le domaine des apprentissages, ça s'appelle l'erreur. L'erreur, c'est une production algorithmique. Sauf que chez nous, elle est sanctionnée, alors qu'en fait, c'est une production neuronale. L'erreur est une production neuronale et il est tellement important que les élèves fassent des erreurs. S'ils ne font pas d'erreurs, ils n'apprennent pas, ils savent. Par contre, travailler sur les erreurs, c'est la seule possibilité justement de modifier ce qu'il y a dans ce cerveau algorithmique, ce cerveau figé à 99%. Si on sanctionne l'erreur, on a peu de chances que l'élève modifie son traitement cognitif. Si on travaille les apprentissages à partir de la source de l'erreur que nous offre l'élève, alors il sera possible de modifier ce qu'on appelle ce cerveau procédural. Donc l'erreur est très importante et travailler sur ces erreurs dans le domaine des neurosciences, c'est ce qu'on appelle la métacognition, c'est-à-dire travailler sur la façon dont j'ai réfléchi, travailler sur mes évidences, travailler sur la première réponse qui me vient, mais pourquoi c'est cette réponse-là? Donc c'est travailler sur comment je raisonne, donc ce qu'on appelle la métacognition. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les élèves, il est très important d'apprendre son propre système cognitif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on dit aux élèves, mais bon, il faut que tu fasses un effort de mémoire. Oui, mais ok, mais comment on apprend? Comment on mémorise? C'est tellement complexe, la mémorisation. La mémoire, c'est le cerveau. Mais voilà, comme si c'était une évidence que certains élèves ont une bonne mémoire ou une mauvaise mémoire. C'est tout à fait impossible. On a une mémoire. Par contre, on peut apprendre à s'en servir d'une manière ou d'une autre parce que les apprentissages qu'on a faits étaient favorables ou pas. Mais si on a une mauvaise mémoire, c'est que les apprentissages n'étaient pas favorables. Eh bien, remédions à ça. Il est tout à fait possible de remédier à ça, pour peu qu'on apprenne effectivement ce qu'on appelle le fonctionnement de la mémoire. Pareil pour le système attentionnel. On dit beaucoup aujourd'hui que les enfants ne font plus attention. Fais attention, ok, mais à quoi? À quoi dois-je faire attention? Est-ce que c'est si facile que ça? C'est une évidence dans le langage de l'enseignant, mais c'est pareil. Le système attentionnel, c'est un système cognitif extrêmement complexe qu'il faut apprendre à l'élève. Et quand ils comprennent tout à fait comment ça fonctionne, et les informer par rapport à la manière dont on fonctionne, où fonctionne notre système attentionnel, c'est vraiment les outiller d'une richesse cognitive inestimable. La flexibilité cognitive, qui est un petit peu le résultat du fait qu'on ne remette jamais en cause, que l'élève ne remette pas en cause, ou que l'on ne travaille pas sur ce cerveau procédural. Le cerveau procédural, quand on ne travaille pas, quand on ne fait pas ce travail métacognitif, il a tendance à reproduire toujours la même chose. Et ça donne des rigidités cognitives. Et on ne peut pas reprocher aux élèves de ne pas modifier leur système cognitif si on ne leur apprend pas, justement. Ça fait partie des apprentissages, d'apprendre à penser autrement. D'apprendre à penser autrement que dans mon système de pensée. Ailleurs, d'autres pensent autrement. Comment pensent les autres? Pourquoi pensent-ils autrement? Et le travail coopératif est absolument extraordinaire pour ça. Mais du point de vue strictement neuronal, il est très important aussi d'apprendre aux élèves ce qu'on appelle la flexibilité cognitive et comment on peut travailler cette flexibilité cognitive.
Et puis, peut-être une dernière chose aussi qui me semble important que les élèves connaissent, c'est justement qu'ils comprennent ce que je vous expliquais tout à l'heure bien trop rapidement, c'est cette différence entre ce cerveau procédural qui produit des réponses sans qu'on les réfléchisse, et le cerveau réfléchi, c'est-à-dire celui qui met en doute, celui qui prend de la distance, celui qui dit « ok, j'ai répondu ça, mais est-ce que je peux répondre autre chose? Est-ce qu'il y a d'autres hypothèses qui mènent d'ailleurs à la flexibilité cognitive? Mais est-ce qu'il y a d'autres hypothèses? Est-ce qu'il y a d'autres manières de penser? Apprendre à penser. » Et là aussi, ça fait partie de ce qu'on appelle l'apprendre à apprendre, mais c'est souvent pas fait. Et souvent on dit oui, mais bon, comment on peut apprendre tout ça quand on a un programme à faire? Et je pense que justement le programme peut vraiment être au service de cette formation de l'élève par rapport à son propre système de pensée. C'est quand même ce qu'on cherche à faire quand un enfant va à l'école, c'est qu'il sache penser justement, penser qui il est et ce qu'il va devenir. Et puis du côté des enseignants, eh bien, je parlais tout à l'heure de neurodidactique, mais c'est un sujet vraiment à part qui mérite vraiment beaucoup plus d'explications, mais ça veut dire que de la part de l'enseignant, eh bien, effectivement, ça veut dire que lui, de son rôle à lui, comment peut-il générer de l'attention? C'est dans l'atelier de Jim et François tout à l'heure. Vous disiez, voilà, qu'est-ce qui revient à l'élève, qu'est-ce qui revient à l'adulte, à l'enseignant? Je crois que le système attentionnel est tellement complexe que c'est pour ça qu'il faut comprendre ce qui se passe, et je crois que c'est à l'enseignant de générer cette attention. C'est comme si on disait, encore une fois, c'est comme si un médecin disait, non mais finalement c'est lui qui va choisir le protocole, et puis s'il rate le protocole, tant pis s'il ne guérit pas, il avait qu'à prendre le bon protocole. Or, en fait, le professionnel de l'apprentissage, c'est l'enseignant. Donc à lui de générer l'attention de la même façon, c'est-à-dire l'apprentissage de la mémorisation, fait que de la même façon, l'enseignant peut aussi, quand il connaît bien, ce n'est pas du tout un reproche que je fais, hein, mais quand on connaît l'organisation de la pensée, de la mémoire, je crois qu'il y a une manière d'organiser des séquences pédagogiques pour favoriser justement certains types de mémoire. Prendre conscience du rôle de mémoire dans le travail, et puis comment faire en sorte que les élèves transforment les savoirs en connaissances. Et je crois que quand on ne travaille pas en système cognitif, en système cognitif, en métacognition, on gère peut-être plus du savoir que de la connaissance. Oui, bon, il n'est peut-être pas d'accord avec moi, mais il n'est pas obligé de le manifester comme ça. Cette différence entre le savoir et la connaissance, je crois que si on ne s'occupe que du programme, on génère et on gère du savoir. La connaissance, c'est faire en soi quelque chose que j'entends. On n'est pas égaux face aux connaissances, je ne parle pas d'égalité sociale, mais égaux dans le sens où nous avons tous un passé cognitif, nous avons tous un passé psychologique, et que nous n'entendrons définitivement pas les informations de la même façon. Et entendre les informations scolaires, c'est aussi formaliser notre identité, notre personnalité. Et en ce sens-là, elle va aussi changer tous les jours. Et cette personnalité et cette identité, ce n'est pas du tout de même nature, mais en fait, on va se construire grâce aux connaissances. Et c'est la différence entre le savoir et la connaissance. Faire en soi un savoir qui fait que finalement je vais garder un certain nombre de choses en moi parce que ça me construit, puis je vais rejeter un certain nombre de choses ou un certain nombre d'informations autres parce que mon cerveau ne peut pas tout intégrer. Apprendre, c'est mettre de côté. C'est surtout mettre de côté, mais ça veut dire garder ce qui me construit. Et c'est très important que l'élève soit accompagné pour justement sur ce chemin-là de la construction de soi, pas seulement sur le côté psychologique, mais aussi sur le côté cognitif et métacognitif. Parce qu'encore une fois, on aide un enfant à devenir un homme ou une femme qui tiennent suffisamment debout pour le futur. Voilà ce que je voulais partager avec vous avant les questions. Alors, merci beaucoup. On peut encore ovationner Pascal Tostani, docteur en psychologie cognitive. Alors, Pascal, pendant la conférence, j'ai vu les personnes s'exclamer, j'ai vu les personnes se gratter la tête, j'ai également vu des personnes se demander, mais wow, elle est en train de bousculer tout ce qu'on sait, tout ce qu'on ne sait pas. Alors, vous avez donc la possibilité d'interagir avec la conférencière à travers vos questions. Donc, nous ouvrons dès à présent une liste de 5 questions.
Et j'ai pour habitude de récompenser les personnes qui prennent premièrement la parole. Allez-y. Je mets mon cache-nez d'abord, protocole Covid. Est-ce qu'on m'entend? Oui, qui voulait poser la première question? Comment vous voulez que je vous présente moi-même? Qui a une question? Oui, monsieur, donc passez le micro. Bonsoir, monsieur. Je sais que vous allez très bien présenter. Vous pouvez poser votre question. Je m'appelle Simplice. Alors, je voulais savoir ce qui est à l'origine des dysfonctionnements du cerveau qu'on connaît aujourd'hui. Il y a tellement de dys. Et il faut avoir des remèdes à ces dys-là. Et le professeur, l'enseignant, est un acteur dans ce domaine-là. Qu'est-ce qui est à l'origine de ces dysfonctionnements et comment l'enseignant peut intervenir pour pallier à cela? Merci pour votre question. Alors, il n'y a pas qu'une seule raison, il y a plein de raisons, évidemment, qui sont soit génétiques, soit neurologiques, mais pour ce qui est de la question neurologique, et qui pourrait expliquer, enfin en tout cas c'est l'hypothèse qui est faite aujourd'hui par rapport aux 10, c'est que pendant l'embryogenèse, eh bien, les neurones vont migrer pour atteindre le cerveau de l'enfant, une partie, enfin leur place dans le cerveau de l'enfant, et lorsque ces neurones vont migrer, ils vont s'installer, je dis ça tout à fait simplement, et ils garderont cette place-là jusqu'à la fin de la vie de la personne. Pour des raisons qui sont liées à un environnement, ça peut être pour des tas de raisons, sans du tout dire que c'est la faute de la maman, mais par exemple, si la maman, par exemple, était alcoolique, si elle avalait des produits toxiques, drogue, etc., si elle vivait dans un environnement extrêmement défavorable, ça peut modifier effectivement la migration des neurones qui vont s'installer à un endroit où ils ne devraient pas s'installer. C'est une des raisons des 10. Alors il y en a d'autres, et malheureusement, on sait que ce qu'on respire beaucoup dans notre environnement aujourd'hui participe à ce type de choses. Alors je pense que votre question est intéressante parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui de la sauvegarde de la planète, c'est tout à fait fondamental, mais je crois qu'il faut aussi qu'on pense à la sauvegarde de nos cerveaux, parce que je pense que d'ici, encore une fois, peu de temps, je crois que quand on va vraiment mesurer l'impact de cet environnement justement néfaste sur le fonctionnement du cerveau, je crois qu'on va être assez surpris et assez déboussolé en fait. Il y a un réel danger pour l'humanité et en particulier dans le fonctionnement de son cerveau qui produit ce type de difficultés. Deuxième question de la soirée, enfin deuxième question de la conférence. Allez-y madame. Oui, allez-y. Excusez-moi. Alors, je me présente Madame Moussin, directrice du Cody, on a discuté tout à l'heure. C'est super intéressant. Alors, est-ce à dire que les programmes doivent être revus? Parce que les programmes, comme on les a maintenant, c'est pas du tout adapté à ce que vous venez de nous dire. On est bien d'accord, enfin j'espère que j'ai bien compris. Est-ce à dire que nos ministres et compagnie, là, ils ont bien compris, tous ceux qui bossent, qui font les programmes, ils ont bien compris qu'il va falloir changer des choses. Et si ça change, il va falloir nous former, on s'adapte. Parce que nous, on est. Je ne vais pas dire mon âge là. Est-ce que vous pouvez. Je ne vais pas dire mon âge là quand même, mais je veux dire, bon. Voilà, c'est vraiment. Est-ce que tout va être géré? Alors, madame parlait des programmes. Voilà, mais moi je parlais des programmes, je disais avec tout ce qu'on vient d'apprendre là, si j'ai bien compris, nos programmes qu'on a maintenant ne sont pas du tout adaptés. Est-ce qu'il faut penser à les revoir? Alors, je ne dirais pas qu'ils ne sont pas adaptés, je dirais qu'ils sont trop lourds. Et qu'aujourd'hui, je pense que c'est compliqué pour un enfant jusqu'au bac de pouvoir intégrer tout ce programme. Et ça ne remet pas en cause la qualité des contenus. Mais ce qui ne pouvait pas être pris en compte il y a une vingtaine d'années ou une trentaine d'années, c'est la temporalité nécessaire lorsque l'on intègre une information. Lorsqu'on intègre une information, il faut du temps. C'est le temps qui fait que le cerveau peut justement intégrer l'information, bousculer d'autres informations. Je prends un exemple. Quand vous êtes en train d'expliquer quelque chose, et puis, alors c'est peut-être le cas depuis tout à l'heure, et en fait, vous réfléchissez, enfin, l'enfant que vous avez en face de vous réfléchit à ce que vous venez de lui dire, et parce que ça l'a interpellé. Et vous continuez à parler. Et cet enfant dit, mais madame,
il vous pose une question. Et là, vous dites, mais attends, je viens de l'expliquer. Oui, mais lui, il réfléchissait. Ça veut dire qu'il réfléchissait à ce que vous étiez en train de dire, qui était justement en train de chambouler son système de représentation. Et c'est tellement important, parce que c'est la modification du système de représentation qui sera une empreinte justement de l'intégration, justement pour en faire de la connaissance, justement. C'est facile de répéter une information. Les élèves qui ont une mémoire absolument incroyable, ils vous reproduisent tout ce que vous voulez par la mémoire, sauf qu'ils pigent rien, mais ils ont une bonne mémoire. Quand on intègre cette information, qu'on la mâche et qu'on la remâche, il faut du temps. Et que le problème du programme, encore une fois, ce n'est pas tant le contenu que le nombre d'informations et le peu de temps dont disposent les élèves pour que leur cerveau puisse réellement intégrer, faire ce travail de tri de ce qu'il faut laisser derrière et de ce qu'il faut garder par rapport à son propre système cognitif. Le temps n'est pas le même pour chaque personne. Absolument. Les gens n'ont pas la même temporalité. Les gens n'ont pas la même temporalité, bien sûr. Alors, est-ce que vous avez une question qui vient du fond de la salle? Moi, c'est Michel Dago. Je suis étudiant en sciences de langage à l'INA. Dans le développement, lorsque l'enfant naît, l'enfant a tous les niveaux nécessaires pour apprendre n'importe quelle langue. C'est juste que, excusez-moi, je suis malentendante et vous êtes trop loin pour non, mais parlez, posez votre question, mais elle va m'être répétée. Vas-y, reprenez. D'accord. Donc, il disait que lorsque l'enfant naît, l'enfant a tous les neurones nécessaires pour apprendre une langue. À la naissance, il a tous les neurones nécessaires pour apprendre une langue. Lorsqu'il grandit, Dans l'environnement dans lequel il est, dans l'environnement dans lequel il est, parler dans son environnement. il apprend une langue, parler dans son Ce qui environnement. fait que, au fur et à mesure, les neurones qui sont là disparaissent dans le temps. Donc, Les une neurones personne qui disparaissent veut dans le apprendre temps. plus tard une langue, est-ce que l'apparition des neurones disparus sur réalité, si oui, comment cela se fait? Tu as entendu? Comment ça se fait que les neurones aient disparu, c'est ça? Pour que les neurones se réactivent quand un adulte apprend une nouvelle langue. Ok, je comprends. Ok, merci beaucoup. Alors, ce que je voulais dire, c'est que, effectivement, dans les, on va dire, 2-3 premières années de la vie, les neurones sont prêts à s'organiser, je vais dire ça comme ça pour être compréhensible, pour apprendre toutes les langues du monde. J'ai bien compris que vous aviez compris ça, mais je redonne l'information depuis le début, et que cette organisation neuronale n'est disponible que 2 ou 3 ans pour que l'enfant puisse maîtriser toutes ces langues au même niveau. Ça veut dire qu'il est tout à fait capable après de le faire. Je vais revenir. Hein, mais ce que je veux dire, c'est que lorsque l'enfant, jusqu'à l'âge de 2 ans ou 3 ans, le cerveau ne différencie pas les langues étrangères. Pour le cerveau, parler 2 langues, il parle la première comme la deuxième. D'ailleurs, les enfants tout petits passent d'une langue à une autre sans s'en rendre compte. C'est absolument spectaculaire. Mais cette facilité-là ne sera présente dans le cerveau qu'à peu près 2 ou 3 ans. Après, l'organisation neuronale va se tourner vers l'environnement de l'enfant. Ça veut dire que l'organisation neuronale, ou on va dire, je vais dire ça autrement, ça veut dire que le cerveau ou l'organisation neuronale se restreint à l'environnement. Ça veut dire que les neurones vont aller à l'essentiel, si je devais imager. Ça veut dire que ces neurones qui ne serviront pas à apprendre d'autres langues ne seront potentiellement plus disponibles. Ces enfants vont évoluer dans leur langue maternelle, ailleurs on appelle ça la langue paternelle, mais dans leur langue ailleurs, ça dépend des pays, donc dans la langue qui est celle de sa famille, et qu'il va être extrêmement compétent dans sa langue première, et que ce sera d'autant plus facile d'acquérir une langue seconde ou une langue troisième. Et on dit, oh là, mais cet enfant-là ne sera jamais bilingue, etc. Ce n'est pas vrai du tout. Il peut tout à fait maîtriser parfaitement une deuxième langue et une troisième langue après. C'est juste pour la capacité à parler sans accent, il semblerait, d'ailleurs, les exemples le prouvent, que la possibilité de la parler sans accent ne soit plus possible. Mais pour certains enfants, c'est possible. Mais ça veut dire qu'il faut qu'ils arrivent relativement jeunes dans l'autre pays qui n'est pas leur pays d'origine. Mais ça peut être à 7 ans, 8 ans, 10 ans. Et puis il y a des enfants qui s'y mettront très très bien et puis d'autres pour lesquels ça sera plus compliqué. Parce que derrière l'apprentissage d'une langue, il y a aussi une culture,
il y a tout un environnement psychologique. Donc c'est vrai qu'on n'apprend pas les langues comme des clones, comme des ordinateurs, et que ce que nous sommes en tant que personne influence aussi beaucoup la manière dont nous allons acquérir des langues. Mais on peut toujours apprendre des langues. Allez-y, si vous avez d'autres questions, c'est le principe, hein, vous pouvez interagir avec la conférencière. Allez-y. D'accord. En fait, ce que tu veux savoir, c'est que lorsque ces neurones ont disparu et que la personne veut apprendre une nouvelle langue, est-ce qu'il y a encore une activation de d'autres neurones qui sont en place? Oui, en fait, c'est pas comme une prise qu'on va débrancher puis qu'on va rebrancher. Ça fonctionne pas comme ça. Mais on pourrait croire, on pourrait avoir cette image-là. On pourrait, c'est pas du tout pour me moquer, on pourrait croire ça. Hein. Non, mais nous allons créer des nouveaux neurones toute la vie, en particulier dans la région de l'hippocampe, de la mémoire. Et c'est cette régénérescence neuronale, la neurogénèse, qui va permettre aussi d'apprendre et de, alors là, en fait, réapprendre une langue qu'on aurait pu apprendre avant, ou apprendre une nouvelle langue, ou retrouver d'ailleurs une langue qu'on a parlé il y a longtemps, puis qui n'est plus disponible parce qu'on ne la parle plus, et qu'on peut retrouver plus facilement. Ce n'est pas tout à fait la même nature d'organisation neurologique, mais ce ne sont pas des neurones qui vont quand il y a eu élagage neuronal, ces neurones ne se reconnectent pas quand on traite à nouveau du sujet. C'est une autre organisation neuronale parce que la vie continue et que l'eau coule sous les ponts. C'est une autre organisation neuronale. Merci beaucoup. Une autre question qui vient du fond de la salle. Bonsoir madame, présentez-vous, vous pouvez poser votre question s'il vous plaît. Bonsoir, je suis madame Assouman. Je suis madame Assouman et j'ai fait le constat, en fait, les méthodes d'apprentissage, d'enseignement qui ont marché avec nos parents et peut-être nous-mêmes, on a l'impression que ça ne marche pas avec la nouvelle génération. Oui. Je les vois tout le temps qui disent madame, c'est trop compliqué, on nous charge trop, c'est difficile. Et nous, on se dit, mais nous, on a réussi à le faire. Et on trouve qu'à leur époque, c'est plus facile qu'à notre époque. Donc, j'essaye de me demander qu'est-ce qui fait que ça n'arrive pas à suivre le rythme comme on arrivait à le faire. Alors, je vais essayer d'illustrer par deux propos. Nos parents, il y a 20 ou 30 ans, vivaient dans un monde où le nombre d'informations disponibles était quand même très restreint par rapport au nombre d'informations disponibles dont nous disposons aujourd'hui. Et nos parents ou nos grands-parents n'étaient pas sursollicités par des informations venant de partout. Et donc, ça fatigue énormément le cerveau. Et le cerveau était concentré sur les informations scolaires. Aujourd'hui, il est plutôt concentré sur les informations hors scolaires. Il faut qu'on fasse très attention parce que les informations à l'extérieur de l'école risquent vite de devenir beaucoup plus intéressantes que celles qui sont à l'intérieur de l'école. D'ailleurs, les enfants nous disent que d'abord, l'école, bof, quoi. Ils n'ont pas très envie d'y aller, ils ne nous donnent pas trop de sens parce qu'ils ne veulent pas aller à l'école pour trouver des choses qu'ils trouvent sur leur téléphone. Je trouve ça très intéressant comme information. Et puis, une deuxième information, c'est une information que j'ai utilisée tout à l'heure dans l'atelier. Imaginez, parce que c'est exactement la même chose, si vous allez voir votre médecin et que vous avez une pathologie qu'il ne connaît pas bien, ce médecin a aujourd'hui à sa disposition un logiciel, une intelligence artificielle, qui va pouvoir, dans la minute qui suit le moment où il aura tapé ce qu'il pense être votre pathologie, il aura dans la minute qui suit les 60 000 articles qui auront été écrits cette année, c'est-à-dire l'année 2021, avec un logiciel qui va pouvoir lui faire une espèce de synthèse qui lui donneront les informations. On ne peut pas imaginer que ce médecin aura en tête les 60 000 articles de cette pathologie alors qu'il a 1000 patients et qu'ils ont tous des pathologies différentes. L'intelligence artificielle peut faire ça. Eh bien, si nos parents étaient médecins, d'abord, les pathologies n'étaient pas connues et pas à ce point-là. Ils n'avaient pas besoin de ce logiciel. Ça faisait plus de morts, hein, mais il n'avait pas besoin de ça. Eh bien, ce qu'on demande à un enfant aujourd'hui, c'est quasiment ça. Ça serait de maîtriser les 60 000 informations pour chacune des disciplines. On va me dire, ben non, c'est pas vrai, parce qu'on lui demande d'apprendre qu'un certain nombre de choses. Oui, mais lui, il est connecté au monde. Il n'est pas connecté à la page de son programme. Il est connecté au monde. Et il est forcément, son cerveau est forcément imprégné de plein d'informations, autres informations, qui viennent s'imposer à son cerveau, alors qu'on ne le souhaite pas. Ou si, ou peut-être que si.
C'est pour ça qu'effectivement, il faut absolument changer la manière d'intégrer les informations et de partir aussi, comme nous le disent un peu les neurosciences, mais je ne prêche pas pour ma paroisse, mais c'est un peu ça, partir de ce qu'il sait. Il sait beaucoup de choses, les élèves savent beaucoup de choses. Très bien. Merci beaucoup. Une autre question, c'est tout juste là. Allez-y, monsieur. Je suis Bakayoko Ibrahim, inspecteur d'enseignement préscolaire primaire. J'ai sérieusement apprécié votre intervention. Je vous dis merci pour cela. Merci. Et j'ai une question, elle concerne les différents types de mémoire. Voilà, parce que tout à l'heure, j'ai vu, vous avez parlé de la mémoire de travail. Donc, je me suis dit certainement, il doit y avoir plusieurs types de mémoire. Oui. Et j'aimerais savoir leur impact dans le processus d'apprentissage. Alors, la mémoire la plus intéressante, c'est celle que vous venez de nommer. C'est ce qu'on appelle la mémoire de travail. La mémoire de travail, vous en êtes l'illustration. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui pose une question. Si quelqu'un pose une question, c'est que dans sa tête, il n'y a pas de réponse. Et que vous attendez une réponse. Ça veut dire que vous avez été attentif, ce qu'on disait tout à l'heure, et vous avez envie de comprendre quelque chose. Et ça, c'est vraiment la sève de la mémoire de travail. Et là, pareil, c'est lié à la temporalité. En fait, je vous parle depuis presque 3/4 d'heure maintenant. Effectivement, vous avez entendu, mais en fait, ce n'est pas vous vraiment qui avez entendu, c'est ce cerveau procédural. Parce que tout ce que je dis n'a de sens que parce que ce que vous avez entendu s'ancre dans d'autres choses que vous savez. Et à un moment, une question nous vient. On ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas d'où elle sort, mais en tout cas, il y a une question qui nous vient. Ça veut dire que ce cerveau procédural, il est très coopératif et qu'il est capable de traiter l'information à notre place, justement, pour ne nous donner pour ne produire, en fait, une information dont on a conscience. C'est la question qui nous vient. Et là, il faut que je réponde à votre question. En fait, la mémoire de travail, c'est ce qui fait conflit. Ça veut dire c'est que je vous donne une information, mais vous dites, celle-là, je ne la pige pas. Il faut que je pose d'autres questions ou il faut que je bouscule une représentation. À chaque fois qu'on donne une information, le cerveau fait ce travail, mais on ne lui laisse pas le temps. Quand on court après le programme, on ne lui laisse pas le temps. Et cette partie de mémoire de travail, c'est fondamental à l'apprentissage. Sinon, s'il n'y a pas de questions, il n'y a presque pas d'apprentissage. Merci beaucoup. Alors, si vous êtes spécialiste de l'éducation, si vous êtes un praticien, votre témoignage peut permettre à la conférencière d'approfondir certains axes développés en avant. Donc, vous êtes les bienvenus si vous le souhaitez. Question? Alors, Pascal, avec la permission, j'ai une question. Vous avez dit pendant la conférence que les enfants vont en réalité à l'école pour faire ce qu'ils savent faire déjà. Alors, vous dites que les enfants vont à l'école pour faire ce qu'ils savent faire déjà, parce qu'ils ont déjà appris depuis l'âge de 2 mois, 3 mois. Mais je me dis, mais pourquoi on parle d'échec scolaire aujourd'hui, puisqu'ils savent déjà tout? Est-ce les enseignants qui ne sont pas à la hauteur? Est-ce les contenus qui ne sont pas bien adaptés? Parce que ça peut passer comme une lettre à la poste. Merci. Votre question est tout à fait claire et puis légitime, je trouve. J'ai envie de répondre, alors, comme première réponse, cette même réponse, nous ne sommes pas clonés. Nous vivons dans un environnement et j'ai presque envie de dire qu'effectivement nous sommes tous, nous naissons avec la même chose dans le cerveau, sauf que la différence, c'est le premier jour de notre vie. C'est comment nous sommes accueillis, c'est où est-ce que nous allons vivre, c'est est-ce que nous allons vivre dans des bonnes conditions ou pas, est-ce que nous allons être sollicités ou pas, est-ce que nous allons vivre des choses difficiles ou pas. Et cette différenciation entre tous les humains de la planète commence au premier jour de la vie. Même les jumeaux monozygotes ne vont pas du tout se développer de la même façon, ils n'auront pas les mêmes expériences de vie. Heureusement, nos expériences de vie fait notre différenciation humaine. Et pour des tas de raisons, vous n'avez pas envie de faire la même chose que vos parents, vous n'avez pas envie de faire la même chose que votre frère et votre sœur. Il y a des enfants qui, par exemple, s'interdisent ou se mettent comme par hasard en échec scolaire quand ils se rendent compte qu'ils vont dépasser le niveau scolaire de leurs parents, comme s'ils ne s'autorisaient pas ça. Donc ils se mettent en échec scolaire, mais ils ne s'en rendent pas compte. Il y a des milliers de raisons d'appréhender les apprentissages de manière différente en fonction de qui l'on est, qui priment sur tout apprentissage. Très bien. Alors, une question pour Claude peut-être? Oui. Alors.
moi, il est ici aujourd'hui. C'est un petit peu la même question, et alors pas tout à fait la même réponse, mais entre 2 mois où il différencie 1 et 2, et puis peut-être 5 ans après ou 4 ans après, on va lui demander de le faire à l'école, eh bien il aurait eu le temps de le faire avant, bien avant, d'ailleurs il le fait avant. Mais la représentation du 1 ou de 2 chez l'enfant, ce n'est pas tout à fait la même chose que quand on lui propose un matériel pédagogique pour faire la différence entre 1 et 2. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais c'est intuitivement, même pas intuitivement, mais neurologiquement, il est capable de le faire. Mais c'est la représentation. Un peu la même façon, imaginez si on dit, l'enfant par exemple peut très bien apprendre à compter, il peut compter jusqu'à 100, il peut additionner, il peut soustraire, etc. Il peut faire des fractions, il peut très bien comprendre la fraction. Puis à un moment, vous lui faites comprendre qu'un tiers c'est plus grand qu'un quart. Alors qu'il connaît parfaitement, il sait tout à fait bien compter, mais là il ne va pas comprendre comment 3 peut être plus grand que 4. Ça veut dire qu'on peut présenter un matériel pédagogique à un enfant, mais si on ne se soucie pas de toute sa représentation, eh bien, on peut faire en sorte que, d'ailleurs, on peut semer la zizanie dans son cerveau, et du coup, il peut ne pas pouvoir résoudre l'exercice. Ce que je suis en train d'expliquer, c'est que le matériel pédagogique peut ne pas toujours aller dans le sens de la compréhension par rapport aux représentations de l'enfant. Le langage est important. Je donne un autre exemple. Quand vous multipliez une chose, vous dites à l'enfant, quand il est en CE1, quand tu multiplies quelque chose, le résultat est forcément supérieur. On lui explique ça comme ça. On dit oui, mais l'année d'après, on va lui dire que oui, mais si c'est un chiffre décimal, ça sera plus petit. Comment, dans le langage, on multiplie quelque chose, comment ce qu'on multiplie peut être plus petit. Les mathématiques, ce n'est pas que les mathématiques, c'est largement ancré dans la vie. Et les mots qu'on utilise ne sont pas forcément en lien avec la discipline qu'on enseigne. Merci beaucoup. Une autre question, elle vient de chez sa voisine. Maintenant, à qui François est étudiant en master de socio-didactique. Alors ma question est relative à la faculté D'oublier. Voilà. Comme en neurosciences, on peut expliquer le fait que dans le traitement de l'information, on arrive à mémoriser certaines informations et à oublier d'autres. Est-ce que l'oubli est fondamental? Votre question, c'est comment on peut arriver à mémoriser un certain nombre de choses et oublier un autre nombre de choses? Est-ce que l'oubli est fondamental qui permet la mémorisation de l'information? Oui. Vous avez la réponse à votre question. Mémoriser, c'est oublier. Si nous n'oublions pas, nous ne pourrions pas mémoriser. Donc ça, c'est très important de le comprendre. Et puis, ce qu'on oublie, on peut l'oublier. Alors, je vais parler de l'oubli dans les apprentissages. Il y a l'oubli dans la vie qui peut être lié à des tas de raisons, mais lié aux apprentissages. Souvent, quand on n'est pas motivé par quelque chose, on ne mémorise pas. Ou alors, on est tout à fait capable de mémoriser parce qu'on sait qu'au bout, il y a un contrôle, ou qu'il y a le brevet, ou qu'il y a le bac. Donc là, on va bûcher. Mais ce n'est pas de la mémoire de travail, ça. Ce n'est pas une mémoire très intéressante, c'est une mémoire à court terme, enfin à court terme, on va dire ça, le temps du bac ou le temps du contrôle. Donc l'humain est capable de faire vraiment le forcing et d'avoir un traitement de mémoire de très très haut niveau, puis après ça sera fini, on va tout oublier. Donc on est tout à fait capable de faire ce type de choses pour un projet à court terme. Mais la mémoire, elle est quand même surtout liée à ce qu'on a envie, à la motivation, ce qu'on a envie de faire d'une information. Mais la mémoire, c'est l'oubli. Si nous n'oublions pas, nous ne pourrions jamais apprendre. Notre cerveau n'a pas la capacité de tout retenir. Notre cerveau a la capacité de trier l'information pour confirmer ce que l'on sait déjà. D'où la nécessité de remettre en cause ce qu'on sait déjà. Oui, une autre question ici. Ça, c'est le monopole, hein, voilà.
Ça marche. Je me nomme Robena Yacob-Edith. Je suis étudiante en master 2 des sciences du langage, plus ou moins socio-didactique. Ma question est la suivante. Je voudrais savoir si les personnes qui ont des troubles de mémoire ont le même nombre de neurones que les personnes normales. Je vais ajouter, voilà. Alors, les troubles de la mémoire ne sont pas forcément, c'est pas forcément un trouble neurologique. Lorsqu'on traite des informations, toutes ces fonctions que je vous ai nommées, le langage, l'attention, la mémoire, tout ça, ce sont des fonctions, on a un bras, des jambes, etc. Mais il faut apprendre à faire vivre son corps, à marcher et à faire vivre, et le corps doit s'adapter entièrement à ce qu'il est. Eh bien c'est pareil, toutes ces fonctions qu'on appelle des fonctions cognitives, elles doivent collaborer. Et à ce moment-là, ça s'appelle des fonctions exécutives, elles vont exécuter des tâches. Ces fonctions exécutives, pour des tas de raisons, peuvent être lésées, c'est-à-dire ce qui permet de produire ces fonctions exécutives peuvent être lésées. Donc ça produit effectivement une difficulté de mémoire. Et lorsque quelqu'un a une difficulté de mémoire qui n'est pas, alors qu'il n'y a pas de trouble d'apprentissage, effectivement c'est pathologique. Soit lié à des neurones, soit lié à un problème génétique. Mais alors il faut que ce soit repéré comme tel. Alors, chère madame, vous avez la double responsabilité de poser la dernière question de la conférence. Allez-y. Vous m'entendez mieux là avec le micro? Bonjour, je m'appelle Isabelle. Je suis maman. C'est la partie je me posais une question qui est liée aux informations qu'il y a eu précédemment. Vous sembliez mentionner que la diversité, la profusion des sources d'informations qui atteignent aujourd'hui nos enfants pourrait inhiber leur capacité d'apprentissage et le développement de leurs connaissances, le développement de leur cerveau réfléchi. Et en tant que parent, j'avais cette croyance jusqu'à aujourd'hui que la diversité des sources d'informations et le grand afflux d'informations et de savoir leur permettait au contraire de maximiser ce tri et d'en obtenir davantage. Et au vu de ce que vous dites, j'ai l'impression que notamment l'utilisation des informations par le biais des supports numériques qu'on connaît aujourd'hui, cette démultiplication d'informations reçues pourrait inhiber le développement du cerveau réfléchi. Alors, est-ce que j'ai mal compris? Est-ce qu'aujourd'hui on a vraiment clairement une mise en garde par rapport à l'utilisation des supports numériques que tous les parents utilisent pour stimuler les apprentissages des enfants? Est-ce qu'il faut s'en méfier ou est-ce qu'il y a une manière de les utiliser que vous pouvez recommander? Alors vous allez me dire si c'est ça que j'ai compris. Vous dites que j'ai dit que, oui, bien sûr, mais qu'en fait, le fait qu'il y ait énormément d'informations, que les informations soient multipliées, produisent de l'inhibition. C'est ça? Produisent de l'inhibition ou, comme vous le disiez, peut-être une confusion ou une aptitude à finalement tout capter, comme disait madame tout à l'heure. Beaucoup d'informations en dehors de l'école, peut-être diminuent la capacité à intégrer les informations qui sont fournies à l'école. Oui, alors, oui, parce qu'on ne peut pas empêcher le cerveau de traiter l'information. Plus il y a d'informations à traiter dans notre environnement, si là on s'était amusé, par exemple, dans cette salle-là, à jouer avec des jeux de lumière, avec du son, avec quelqu'un qui fasse des signes, etc., de manière volontaire, eh bien, sans doute que vous auriez été beaucoup moins attentif à ce qui se passe dans cette salle-là. Donc, effectivement, on ne peut pas empêcher le cerveau de traiter l'information quand l'information est là. D'où, effectivement, on peut pas empêcher ça, mais je vais revenir à la deuxième information que vous évoquiez aussi. Donc, c'est ce monde dans lequel on vit. Donc, c'est pas mauvais, c'est le monde dans lequel on vit. Par contre, ce qu'il est absolument nécessaire, c'est d'apprendre effectivement aux enfants de pouvoir faire le vide un peu autour d'eux, au moins une fois par jour ou 2 fois par jour. Et c'est très important pour le cerveau, ce qu'on appelle le RMD. C'est totalement indispensable. Donc il faut apprendre aux enfants à faire le vide, à faire le calme dans leur cerveau. Il y a des gens qui disent « oui, mais je ne peux pas parce que finalement le silence l'angoisse ». Ben justement, si le silence angoisse, il est largement temps de faire quelque chose. Et je crois que c'est forcément quelque chose qu'on va devoir apprendre à faire dans le futur. Parce qu'on sera de plus en plus sollicité, on ne peut pas empêcher ça. Sinon, pour le nombre d'informations,
le cerveau ne peut pas intégrer plus d'informations que ce que sa constitution peut l'autoriser à faire, enfin peut lui permettre de le faire. Donc oui, il gère plus d'informations, mais il en rejette autant. On a tendance à penser qu'ils font du zapping de l'information. Moi, j'en suis pas si sûre. Quand on leur demande, je vois bien, soit en classe, soit des étudiants, quand on leur demande de chercher une information, ils sont capables d'aller chercher une information extrêmement profonde. Ils sont capables d'aller la chercher partout, d'ailleurs. Pas que en France, mais partout. Ils sont capables de faire des comparaisons, ils sont capables de... Alors ok, ils ont un certain nombre d'informations, mais même en collège ou au lycée, ils sont capables de faire ça. Quand ils s'engagent, quand ils sont capables de traiter l'information par eux-mêmes, ils sont tout à fait capables de faire la différence, de faire le tri entre les informations pertinentes et non pertinentes. Il faut leur faire confiance. Merci beaucoup. Alors, je ne peux pas résister parce que un participant me fait signe pour une toute dernière question. J'aimerais donc laisser mon doigt sur le micro et de lui passer la parole. Allez-y, madame. Merci. C'est ma dernière question. Je voulais dire, comment on fait pour savoir sa méthode de mémorisation? Parce que j'ai bien l'impression que chacun mémorise mais différemment. C'est-à-dire que je me souviens, un jour je suis allée au DPS et j'avais pas de cahier pour noter. Donc j'ai pris une feuille comme ça pour noter le cours. Arrivé à la maison, je l'ai mis dans un autre cahier. Après, je trouvais que le cahier n'était pas très bon, j'ai changé de cahier. J'ai fait ça 4 fois sans m'en rendre compte. Et au cours prochain, le prof a dit, on fait une interrogation. Et tout ce qu'il a demandé, j'ai répondu à toutes les réponses, j'ai eu le 18. Mais je n'avais pas réfléchi. En fait, je me suis dit, c'est le fait d'écrire qui m'a permis de mémoriser sans m'en rendre compte. Oui. Et je crois que c'est de là que je me suis rendu compte que je retiens quand j'écris. Alors, est-ce qu'on peut avoir d'autres méthodes de mémorisation et comment chacun fait pour savoir comment il mémorise? Alors votre question est très intéressante, mais trop longue, enfin trop importante pour que je puisse prendre le temps d'y répondre. Il y a plein de trucs possibles pour la mémoire. Hein. Vous allez voir sur le net, il y a plein de trucs possibles. Par contre, ce que vous avez dit est très intéressant. Il n'y a pas d'autre solution que la répétition. Même en primaire, c'est plus facile. En primaire, quand on a fait un cours de grammaire, et puis 2 jours après, vous faites un cours, la numération, enfin bref, et vous dites, tiens, au fait, pendant le cours de numération, tiens, en fait, on a dit quoi en histoire ou en grammaire? On a dit ça. Ok, vous avez rappelé l'information. À chaque fois que vous rappelez l'information, vous faites en sorte qu'elle s'alourdisse un peu et qu'elle puisse être récupérable très facilement. Donc, il n'y a pas d'autre solution que la répétition. La répétition n'induit pas que vous compreniez, hein, mais pour retrouver l'information, il faut répéter. Il faut répéter tous les jours, puis tous les 2 jours, puis toutes les semaines, puis tous les mois, puis il n'y a pas d'autre solution que la répétition. En tout cas, pour les classes d'examen, il y a des tas de petites boîtes où vous rangez les informations, comme vous venez de faire, les enfants relisent. Rien que le fait de relire, même sans effort de compréhension, favorise la mémorisation. Il faut répéter. Ainsi prend fin la conférence dont le thème est Enseigner et apprendre au regard des neurosciences. Je rappelle qu'elle a été animée par Pascal Toscani, docteur en psychologie cognitive que nous allons ovationner. Merci beaucoup Pascal Toscani. Revenez quand vous pouvez et revenez quand vous le voulez. Je vous invite à rejoindre votre place.